Quand je parle maintenant de la révolution, dans l'époque fabuleuse dans laquelle nous vivons, il ne s'agit pas là de la révolution des blancs contre des noirs, ni même des pauvres contre le pouvoir. Nous ne sommes plus au XVIIIe siècle, citoyens. Il s'agit aujourd'hui d'une révolution où toute l'humanité contre elle-même doit gagner. C'est celle-là qu'on appelle la révolution intérieure. Dans le Zen Soto qu'on pratique, on dit ne recherchez pas la grande illumination. En elle-même, l'illumination n'existe pas. Pourquoi elle existerait, l'illumination? Je veux dire, il faut regarder la nature et les choses telles qu'elles sont pour voir la vérité. Dans la nature, il y a illumination, mais absolument naturelle. C'est pas une condition spéciale. Dans le Zen, il y a condition spéciale dans l'illumination, seulement s'il y a maladie de l'esprit. Mais en soi-même, il n'y a pas d'illumination spéciale et il ne faut pas chercher d'illumination spéciale. Beaucoup de maîtres insistent sur ce point et c'est extrêmement important. C'est-à-dire que l'illumination, elle est à chaque instant, à chaque zazen. L'autre fois, je discutais avec un type qui est spécialiste de prendre des plantes psychotropiques pour arriver à des états spéciaux de conscience. Et lui, il me soutenait que le zazen était un moyen pour arriver à l'illumination, ce qui est totalement faux. Le zazen, c'est l'illumination elle-même. Il n'y a pas plus que... Dogen disait, moi j'ai été en Chine, j'ai rencontré un vrai maître, et l'enseignement que j'ai compris, c'est que les yeux sont horizontaux et le nez vertical. Et qu'il ne faut pas se laisser abuser ni par soi-même, ni par les autres. A mí me gusta mucho hacerle la boca, trabajar la boca. Pero para mí lo más importante es la postura. Que la postura sea lo más equilibrada posible, la espalda recta, las manos la derecha debajo, la izquierda arriba y los pulgares se tocan en el medio, en el centro, debajo del ombligo. Push the heaven, push the heaven, push the sky. L'impression que la tête tend vers le haut, pousse vers le ciel. By the knees, push the earth, push the ground. Et les genoux poussent la terre, le sol. And no good, no. Always. Pas de contraction inutile, les épaules doivent être complètement relâchées. And intestine, inside organ, down. Et tous les muscles du ventre doivent être décontractés pour donner l'impression que les intestins pèsent vers le bas. Volver a la postura, concentrarse nuevamente en el ombligo, en la respiración, en la columna vertebral, en entrar el mentón. Concentrate to posture. We can forget everything we can forget. So, si on veut arrêter, pass. Si on se concentre complètement dans la posture, à ce moment-là, on peut laisser les pensées passer sans s'y arrêter. Et la plus belle chose qu'on puisse faire avec son corps, c'est zazen. C'est la splendeur de la nature. Et ça inspire le calme, l'harmonie, la force. Tout est contenu dans la posture de zazen. Dans un camp d'été, j'essaie de favoriser la pratique. Le dojo, l'atmosphère dans le dojo, les postures. Une personne qui dérange ça, avec son histoire personnelle, je suis prêt à le tuer. C'est la seule règle que je connais de compassion. Sensei, il montrait son Kyosaku. Comme
compassion bâton, compassion Kyosaku. On me donnait des fois 20 coups. Après, il disait, ah, c'est very compassion. Quand un disciple veut être aidé dans sa méditation en recevant un coup de bâton sur l'épaule, il le demande, parce qu'il sent que son attention commence à fléchir. When you feel sleeping, or when your brain complicated, not so quiet. Si on se sent endormi ou si le mental est agité. So, cassio. Le zazen se poursuit pendant plusieurs heures tous les jours, et parfois même jour et nuit. Mais elle est interrompue par une méditation en marchant, c'est-à-dire que l'état intérieur demeure, mais la posture est différente. Toute l'attention est concentrée dans le pouce. During one breathing, heartbeat. À chaque respiration correspond un demi-pas. Eyes always 3 meter flower. Les yeux regardent le sol 3 mètres en avant. Breathing always same zazen times. C'est la même respiration que dans le zazen, c'est-à-dire la méditation en posture assise. La respiration zen, c'est la respiration inverse de la respiration qu'on a coutume de faire. Quand on dit à quelqu'un respirer maintenant, le réflexe des personnes, c'est de faire bon. Or, dans le zen, si on vous dit respirer, on va se concentrer plus particulièrement sur l'expiration. L'expiration, elle est longue, calme et profonde. Elle est ancrée dans le sol. L'expiration peut durer jusqu'à 1 minute, 2 minutes, selon l'état de concentration et de calme. Elle peut être très douce, très imperceptible. On étudie d'abord cette respiration en insistant comme la vache. À la fin de l'expiration, on laisse l'inspiration se faire automatiquement. À ce moment-là, on détend tout, on ouvre les poumons et on laisse l'inspiration se faire automatiquement. Mais en fait, on n'apporte pas beaucoup d'attention à l'inspiration. Et vous allez comprendre que, à un moment, à force de le faire, vous allez comprendre que la respiration, c'est un tout. C'est un cercle. Souvent, les maîtres dessinent un cercle. Ça traite de la respiration. Ce qui est drôle, c'est que cette respiration a été adoptée, elle a beaucoup influencé, spécialement dans les arts martiaux, où dans les arts martiaux japonais, on utilise la respiration zen. Il y a beaucoup de grands maîtres d'arts martiaux, tels que Miyamoto Musashi, par exemple, et d'autres, qui ont pratiqué le zen, qui sont devenus disciples de grands maîtres, et donc qui ont adapté l'enseignement du zen, et spécialement la respiration, à leur art martial. Par la suite, on est au-delà des techniques. La respiration, à la fin, est au-delà des techniques. Elle est libre, totalement libre. L'enseignement du Bouddha, l'enseignement que le Bouddha a développé, a donné à ses disciples, est très simple.
il est basé sur les actes fondamentaux d'un être humain. Comment bouger, comment manger, comment respirer, comment penser. Et enfin, bien sûr, comment s'asseoir pour réaliser sa divinité. La Gemma, c'est la nourriture des moines depuis Shakyamuni Bouddha. Les légumes qu'on a sous la main, on les mélange avec du riz et on fait cuire très longuement tout ça avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de concentration. Et c'est vraiment une nourriture transmise depuis Bouddha et en Chine et au Japon, et on mange cette même nourriture traditionnelle. C'est vraiment le corps du Bouddha. Alors quand on va prendre son repas, on se pose la question, pourquoi est-ce que je vais manger? Alors évidemment, un animal ou un être rustre ne va pas se poser cette question, il va sauter sur son assiette et manger. Évidemment, c'est pour survivre, mais survivre pourquoi? Donc on se pose cette question, et c'est ce qui est dit dans les sutras qu'on chante pendant les repas. Pourquoi mangeons-nous? D'où vient cette nourriture? Qui l'a préparée? Qui a cultivé le riz, les légumes, etc. Qui a préparé la cuisine, etc., etc. Donc, dédicace, remerciement à tous ces gens-là. Et maintenant, en pleine conscience, je décide de manger cette nourriture pour la propre évolution que je suis venu accomplir sur cette terre, dans ce monde matériel. Le SAMU est à 10h30, 6 personnes pour la cuisine. 2 personnes pour la grosse plonge. 2. Pour le service, 3 personnes. Mais en fait, le SAMU, c'est pas spécialement faire de la maçonnerie ou balayer ou faire la vaisselle, etc. En fait, le SAMU, c'est n'importe quelle action. Hein, écrire un livre, c'est un SAMU. Effectué sans intention cachée. Il ne faut pas avoir d'intention cachée, de motivation secrète. C'est comme ton travail dans la vie quotidienne, quoi. Tu peux le prendre comme un enrichissement personnel ou alors une sorte de don que tu fais pour toi et tous les autres en même temps. Des fois, je considère mes études comme un SAMU aussi. Ensuite, il y a le mec qui prend ça pour une corvée, mais je te parie que le mec qui prend le SAMU pour une corvée, il a mal en zazen. Moi, je voudrais bien savoir comment, en étant que l'on zen, quelle attitude il faut prendre au travail. J'en sais rien, j'ai jamais travaillé. Bon, est-ce qu'il faut en faire un SAMU? Oui, justement. Justement. Je dis des conneries, hein. À un moment donné de ma vie, quand j'étais plus jeune, j'avais un travail de concierge. Et mon travail consistait à laver l'escalier, à sortir les poubelles. Tous les matins, à 5 h du matin, il fallait que je sorte les poubelles pour les mettre dans le camion. Et l'escalier, c'était une horreur, il y avait de la merde, de chien. Et j'ai commencé à nettoyer et tout ça. Et je me disais, mais
c'est pas au dojo, c'est pas dans le zen. Tant pis, pour moi, c'est comme si c'était un temple. Et vraiment, j'ai fait ça comme Samu. Et Sensei m'a demandé après, Stéphane, je voudrais que vous fassiez le ménage au dojo. Je lui ai dit, bah oui, je le ferai, vendredi, je suis libre. Je le ferai vendredi prochain. Il dit non, mais je veux que vous le fassiez tous les jours. Et après, il avait dit un jour sans travailler, un jour sans manger. Mais il ne s'agit pas de manger de la nourriture, ça n'a rien à voir avec la nourriture. Un jour sans travailler, un jour sans manger du mushotoku. C'était une expression très originale. Oh, you must eat mushotoku. Ça voulait rien dire. Dire qu'on est moine, pratiquer Samu, c'est la révolution. Il faut faire la révolution, moi j'ai toujours dit ça. Mais moi je ne sais pas me servir des cocktails Molotov. Et alors donc dans son travail, il faut pratiquer Samu. Et pour résoudre tous les problèmes du monde, il suffit de retrouver ça. Les gens n'ont plus l'esprit du Samu. Et ils mangent plus de mushotoku. Ils mangent du hamburger et des Coca-Cola. Alors le mec, il vous dit, mais attends, mais il est 6h30, pourquoi vous n'êtes pas sorti? Tout le monde est parti. Tu le regardes, tu lui dis, moi, je pratique Samu. Tu vois? Parce que je veux manger du mushotoku. C'est quoi le mushotoku? J'en veux. Et nous, on doit vraiment enseigner sans avoir peur aux gens. Soyez fiers d'être mes disciples et d'être des moines. Et d'être disciples de Deshimaru. Yo era como un volcán en ebullición y con mucha fuerza, pero muy desorbitada, como la fuerza muy salida de como ponerme un pantalón estrecho y que se revientan las costuras. Todas las costuras reventándose por la fuerza, porque no cabe. Entonces así era como mi fuerza, desencajada, desorientada, sin guía, en búsqueda. Y la transformación es que encontré el camino y ha revolucionado todo mi mundo interior. Me ha hecho más serena, más intensa. La fuerza se ha transformado en intensidad interior. Son cambios también muy minúsculos que uno siente al interior de uno mismo y es muy difícil decir que se siente en un orgasmo. Para mí también una cosa muy importante es, en esta vida, lo veo como algo que debo cumplir o tanto posible por lo menos, es descubrir a sí mismo, estar más cerca a sí mismo y estar a gusto, tranquilo consigo mismo, creo que es eso. Es como el sentido de la existencia, porque cuando una persona se conoce a sí mismo,
está en todo y fuera de todo. Y muy centrada porque puede controlar muy fácil emociones, tribulaciones, abandonarse al placer, abandonarse a zazen. Sí, pero eso es pues un proceso que te puede llevar que te lleva la vida entera. Espera. Es amarse a sí mismo, es tener mucho gusto con uno. Y si uno tiene ese conocimiento de uno mismo, profundiza en el conocimiento de los demás también. Porque no tiene que relacionarse así como muy socialmente, que digamos, sino en otro nivel. Un nivel más, más cósmico, más universal, mejor. Comme il l'a dit, Steph, de pratiquer quelque chose de très fort au sein de son quotidien, ça te permet d'avoir une stabilité dans le monde social. La génétique, la transmission des caractères, c'est quand même très proche de l'enseignement lié au zazen. Les yeux sont horizontaux, le nez vertical. J'ai commencé à me poser des questions sur ce qu'on appelle transfert de gènes horizontal et transfert de gènes vertical. Il y a quelques trucs comme ça, ouais, quand on parle du karma, de la cause à effet, ou alors de détendre sa posture et de s'ouvrir à un enseignement. Eh ben, tu observes le même phénomène dans une cellule qui décondense son ADN et qui peut recevoir un enseignement, un gène d'un autre organisme ou d'un organisme semblable. Dès le moment où tu te concentres, où tu fais zazen, avec tout ton corps, les pensées disparaissent, tu es concentré d'un seul esprit, c'est l'illumination. Alors, les mecs, je leur dis, mais non, mais l'illumination, c'est du pipeau, ça n'existe pas. Alors, ils arrêtent. Ils arrêtent parce que dès qu'ils se trouvent confrontés à la réalité, ils sont déçus. Ah, c'est seulement normal ton truc? Ah, ça fait chier. Ils comprennent pas que le normal, c'est tout. C'est pour ça que les gens se font des illusions. Parce que l'homme, quand il n'a pas une explication rationnelle et intellectuelle sur une chose, ça lui fait peur. Il faut toujours qu'il explique ce qui justifie sa démarche. Et le jour où son explication ne répond plus à sa nécessité, ou bien il en trouve une autre, ou bien il arrête le zazen. Alors, ceux qui pratiquent zazen sans explication, par intuition, alors ces gens-là sont des vrais disciples des enfants du Bouddha. Le zen, c'est une transmission orale plus qu'orale. C'est une transmission d'homme à homme, de Bouddha à Bouddha, d'âme à âme. Le fait est que Maître Deshimaru est mort subitement et accidentellement, et qu'il n'a pas eu l'opportunité de donner la transmission traditionnelle officielle à certains de ses disciples. Alors pour réparer ça, un grand maître, Maître Niwa Zenji, le pape du Zen si vous voulez, lui-même a tenu à authentifier certains disciples de Maître Deshimaru. Il est venu lui-même, il s'est déplacé en France pour donner la transmission à 3 disciples, dont je fais partie, au nom de Deshimaru, pour aussi célébrer et certifier la réussite de la mission de Maître Deshimaru. Quasiment 10 ans après cette transmission, j'ai fait ma propre sangha et mon propre travail. J'ai commencé par aller à Rennes, en Bretagne. Ensuite, je suis allé à Amsterdam. J'ai monté l'European Zen Center, qui existe toujours, qui est un grand centre zen à Amsterdam. J'ai quitté Amsterdam, je vis à Montpellier maintenant, qui est un beau pays, où le vin commence à être vraiment sérieusement exploité. Il y a du très bon raisin, il commence à faire du très bon vin. Très sérieusement, c'est une région au niveau de la terre qui me donne beaucoup de bonheur.
À Montpellier, je suis bien, c'est une petite ville. On développe un petit dojo de province, tout tranquille. Et ici, moi, je suis peinard. C'est pour ça que je suis venu à Montpellier. En dehors de la pratique, je glande. Le non-faire, c'est ce qui m'a plu dans le zen, c'est le non-faire. Je dois avouer que je ne suis pas une bête de travail et que j'aime pas trop le stress. Parfois je fais quelque chose, je peux le faire pendant 15 heures de suite si ça me passionne, mais j'aime beaucoup prendre le temps de vivre. Pour moi c'est le plus important, c'est la plus grande richesse. Également j'ai transmis le zen en Argentine, où j'ai édifié un temple avec mes disciples dans une merveilleuse région de montagne. La gente piensan que una religión es algo a cual hay que adherir, hay que creer, y que el facto que hay que creer es una cosa objetiva. Y esto es una mierda, una tontería. Nosotros no vemos las cosas así. Pensemos que las religiones son creación del hombre. Y la religión es creativa, debe estar creativa. Es decir, que nosotros somos Dios. Y es verdad, porque el hombre es creador de su realidad. Me enseñaron democracia, eficacia y libertad. Sin embargo, eso no era para mí. Vivo en esta clínica y me siento feliz, feliz. Dan electrochoques acá que te hacen dar cosquillas y reír. El dinero ya no es nada para mí. Gracias a la música pude conocer a mi maestro. Una vez me tocó ir con mi banda a Jouer, a Nantes, a tocar en el festival de Nantes que se llama Les Allumés. Y bueno, hicimos 2 shows y con lo que nos pagaron nos quedó dinero como para viajar 3 semanas por Europa. Y ahí bueno, fui a París
y en París quise conocer al maestro de Shimaru, y cuando fui al dojo del maestro de Shimaru me enteré que ya se había muerto, pero había un argentino que era Fernando Schumerini, que me dice que el heredero está en Rennes. Entonces me tomé el TGV y me fui a Rennes, y estuve una semana practicando en el dojo de Rennes, conociendo a mi maestro. Yo creo que el maestro Kosen es un patriarca que trae el Zen de la Europa a la Argentina. Es un Roshi, porque todos los maestros que tienen templos son Roshi, así que es un Roshi. Y no sé, por otro lado, en general, la gente que practica con mi maestro es gente que tiene que ver con la creatividad. Hay muchos actores, músicos, escritores, pintores. Yo no sé por qué, pero creo que hay alguna ligazón entre la creatividad y los artistas y el Zen. El Zen es como universal, abarca todos los aspectos de la vida. Es como ir entrando y ir abriéndote a la vida misma. A mí realmente me abre mucho a todo, encuentro todo ahí. Y uno va aprendiendo no sé, se va conociendo mucho. Por un lado no soy, pero por el otro lado sí me considero religiosa, porque yo sí creo en la vida. Creo en esto, creo en lo que sucede. Buen día. Buen día. Tengo la suerte de conocer a mi maestro, porque para mí es el top, no hay más. Pienso en mi barrio, mi ciudad, cómo estará. Yo tengo amigos por allí, pero hay una chica que se llama Josephine, que me detiene sola. Soy prisionero de su loco corazón y no me pienso arrepentir. Soy prisionero de su loco corazón y no me pienso arrepentir. Et également, j'ai ouvert la voie aussi à Cuba, cette petite île qui fait tant d'histoire, où maintenant il y a une vraie sangha, où on est accepté, où on pratique vraiment très sérieusement le zen. Amigos forjados en la lucha, compañeros de los primeros momentos. ¿Quién es el tipo? De liberté qui donnait à l'homme son pouvoir d'aimer a bien disparu sans que personne ne s'en soit aperçu. Tout paraissait possible mais ça ne le fait plus. Il avait fait soleil et ensuite il a plu. Ce sentiment de liberté, une fois tombé désamorcé, on se trouve sans amour et on n'éprouve plus que des besoins sans vertu. Et l'on se voit déçu par l'opacité d'une vie sans absolu. Sentiment de liberté, tu es sourd et tu marches au radar, ce sont là les caractéristiques spécifiques de ce que les ignares appellent la vie de tous les jours, intégré pour un jour, prisonnier pour toujours. On n'entreprend plus rien pour changer son parcours dont on ne voit le jour ni dans sa tête ni dans son cœur, et l'on s'échoue avec langueur sur cette nécessité qui vainqueur s'impose à nous et nous écœure. Il avait fait soleil et maintenant le ciel pleure. Ce sentiment
sentiment de liberté effacé parce qu'on ne suivait pas un objectif après, comme par exemple le vrai sentiment de liberté qui est bleu comme l'éclair de l'esprit qui jaillit quand il fait soleil et qu'il pleut. He understands my mind, not completely, but Que creían que era carbón. Pero esto es importante, Así que tenemos el uso, muy poquitico. quién es responsable del rollo y saber. Cada uno tiene su bol, los dos que van a servir son enfrente y al final, cuando me sirven, empiezan a servir todo. ¿Entendieron? Y al principio, ofrecer el arroz para el Buda, y así, gacho, y inmediatamente al principio hay que practicarlo. Con buenas maneras, pero rápidamente. ¿Sí? Así, rápidamente, con seguridad, sin necesitar, así, saluda, ponerle y después empieza el sutra, vuelve aquí y sampai. Empieza el primer sutra. Los dos que van a servir, la Genmai, son así enfrente. En realidad son ellos que me sirven, tú no. El Tenzo solamente ofrece al Buda y hace sampai. Y después, cuando es el segundo sutra, hacen gacho y empiezan a servir primeramente el Suso y el Godo y sirven todos así. Moi, j'ai jamais voulu enseigner. J'ai beaucoup désiré rencontrer un maître. J'ai rencontré un maître et j'ai espéré qu'une seule chose, c'est être son disciple. Moi je le suivais, j'ai demandé l'ordination de Bodhisattva, tout ça. Et moi ça faisait 3 ans que je faisais zazen, il m'avait presque jamais adressé la parole. Et un jour, il a dit à 2 ou 3 de ses disciples, vous allez là-bas, Bernard tu fais la cuisine, Stéphane t'enseigne le zen. Et puis à ce moment-là, il me dit, you must become monk, vous devez devenir moine. Moi je disais, j'ai pas besoin d'être moine, je suis déjà comme un moine, moi je suis attaché à rien, je croyais que j'étais déjà comme un moine. And he sent me in Seville, he sent me in Germany, he sent me in many sessions to make sessions. My problem it was not, I want to be a master. My problem it was, is my master recognize me as a true disciple? It was my only problem. He said to me before to die, oh Stéphane, you must be a master. And I said, no, since I could not be a master like you because my ears are small, your ears are like this. So he said to me, no, but your nose is big. So. Moi j'ai vu des colères de sensei, c'était vraiment tu croyais que le monde était en train de s'écrouler. Tout le monde, la tour foudroyée, tout le monde. Il n'y a plus rien, mais il n'avait pas peur dans un camp d'été comme ça. Il faisait un scandale, il y avait un truc, tu vois, comme ça, mais plus personne ne comprenait rien. Les nouveaux, ils disaient, je me fous le camp d'ici. Ils foutaient tous en dessous si ça n'allait pas. Bon.
Donc c'était un type qui avait une force, c'était une force très forte. Il ne faut pas s'approcher trop. Par exemple, moi, il ne voulait pas trop que je sois dans sa maison. Il y avait son territoire. Alors, une fois, sa secrétaire, je faisais le service dans la cuisine. Il y avait des invités. Alors, Stéphane, allez chercher du canard laqué chez le chinois en face. Je fais chercher du canard laqué. Bon, bon, j'arrive, je sers le canard laqué. Ils avaient plus faim. Moi, j'avais pas bouffé, il était 4 h de l'après-midi. Et je dis, bon, bah, je pourrais peut-être manger un peu de canard laqué. Alors, bon, on était là, le canard laqué, et tout ça. Anne-Marie me dit, non, 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 touche pas le canard laqué, tu vas manger le pot-au-feu qui reste d'hier. Alors, je dis, ah bon, tant pis, bon. Alors, je mange le pot-au-feu. Et puis après, ça arrive, mon pot-au-feu! Il fallait manger le canard laqué. Tengo solamente un stampito. ¿Quién hace el diseño? Un chino que encontró en Budapest. Ko, ça c'est Sen. Mon nom, Kosen. Kosen, ça veut dire le sage, le super sage. Le Kessa, c'est l'habit qu'a choisi le Bouddha. Un jour, il se promenait dans des chanderies et un disciple lui a dit Maître, il faudrait qu'on ait une sorte d'uniforme pour nous distinguer, nous, les nouveaux disciples. Qu'est-ce qu'on devrait prendre comme forme d'uniforme? Et donc, le Bouddha qui était là, il a regardé les chanderies, il a dit ces chanderies, c'est notre uniforme. Le disciple s'est dit, eh ben, on va fabriquer un vêtement qui ressemble à des chanderies. C'est là qu'est né le Kessa. Et donc la tradition, c'est de ramasser, donc comme on est moine, on récupère, ramasser des vieux tissus qui servent plus, dont les gens ne veulent plus,
n'ont plus d'utilité sociale, on les lave, on les teint et on les coud ensemble à la manière des chandries. Alors là, il y a donc 25 bandes comme ça, et c'est le kessa de la couleur traditionnelle du Bouddha, c'est le kessa du Bouddha. Alors celui-là sert pour pratiquer zazen. C'est un kessa de maître, c'est le kessa du maître. Donc ça, c'est vraiment l'objet de foi, dans le symbole le plus élevé dans le bouddhisme, c'est le kessa. C'est vraiment très, très important. En voilà encore un qui est tout à fait particulier, qui m'a été offert par un disciple de Maître Deshimaru, qui a 49 bandes. Alors en général, on ne fait pas de kessa à 49 bandes. Et 49, ça symbolise les 49 jours. On dit que le Bouddha est resté 49 jours sous l'arbre de la Bodhi. Donc la couture du kessa, c'est quelque chose de très profond, de très important dans la pratique zen. On dit qu'il faut toujours être concentré ici et maintenant. Seulement ici et maintenant existe comme un point. Le seul point de la réalité, c'est ici et maintenant. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas. Et donc, ce symbole de coudre, chaque point, c'est ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Si chaque point du présent est concentré, à la fin, notre vie devient une merveilleuse ligne régulière. Alors ça, c'est un kessa de cérémonie traditionnel que j'utilise pour faire les ordinations. Vous voyez les montagnes, les chandries. Et donc, ce sont des bandes rapportées comme ça, l'une après les autres. Voilà. Alors maintenant, on va vous transmettre les vœux du Bodhisattva, parce que tous les Bodhisattvas avant vous ont fait les mêmes vœux déjà. Le Bodhisattva, c'est un être humain qui n'est plus intéressé par ce à quoi sont intéressés les êtres humains ordinaires. Il n'est plus intéressé. Il cherche plus la femme de sa vie. Il cherche plus la réussite sociale. Il cherche plus ni à vivre, ni à mourir, ni à se suicider. Il a déjà dépassé tout ce truc-là. C'est un être humain qui est déjà spirituel et qui vient sur Terre, qui s'actualise sur Terre, ou bien au travers de la naissance au sein d'une femme, ou bien, dit-on dans les textes, par magie, c'est-à-dire c'est un être magique. Il s'actualise sur Terre pour aider les gens, pour les aider à mûrir, et lui en même temps mûrir. Et les vœux, c'est extrêmement important. C'est la base du bouddhisme. Ça commence par ça, le bouddhisme. Alors, je fais vœu de trouver enfin un endroit paisible où on ne souffre plus, je veux trouver ma vraie vie, je voudrais aider les autres, je veux faire quelque chose, je veux être comme Bouddha, je veux trouver l'illumination un jour, je veux éveiller mon esprit, comprendre. Alors tu regardes les vœux du Bodhisattva, tu dis merde, mais c'est exactement ça, c'est mes vœux à moi. Et tu dis bah ouais, c'est pour ça que tu reçois l'ordination de Bodhisattva. Devenir moine est la meilleure et la plus haute méthode pour que le corps et l'esprit deviennent la voie. Une dernière fois, la question lui est posée. Êtes-vous prêt à mourir à vous-même pour réaliser la vie infinie et éternelle, votre nature de Bouddha? Cette infime touffe de cheveux, le dernier fil qui le reliait à la vie du siècle, est rasé par le maître. Les amarres sont tranchées. Le zen, ça consiste à mourir de son vivant, c'est le nirvana vivant. Et mourir de son vivant, c'est la plus grande vie. C'est pour ça, ça m'énerve, les petits bonhommes, ils veulent... Ouais, mais alors le zen, ça va me servir à ça. Ah ben ça sert à rien. Ah ben moi, j'ai mal en zazen. Hein. Ah puis alors moi, tu comprends, il y a les réalités, hein, tu comprends là, parce que moi, le zazen, d'accord, mais bon, il y a les réalités de la vie, mon petit gars, il faut quand même...
Ouais, je pense que le zazen, c'est tellement grand, c'est une dimension tellement immense que tu peux même pas, peut-être dans cette vie, tu pourras jamais la voir. Donc, je ne sais pas s'il y a évolution ou pas évolution. Du point de vue linéaire, moi j'ai l'impression d'évoluer. Ouais. Bon, c'est peut-être qu'une illusion, mais ça me plaît. Ça me plaît. Et j'ai espoir surtout. Je pense toujours que tout est possible. Il y a une phrase qui dit « Quand tu pourras douter et croire », douter et vouloir, douter et pouvoir, alors tu seras sauvé.